57 ans, Philippe, à Gambais. J'ai repris la ferme de monsieur et madame Dubois en 1984. Et à l'époque, on avait des vaches, des céréales en conventionnel. Et on avait commencé des pensions de chevaux. Aujourd'hui, on est parti sur toujours les céréales, toujours en conventionnel. Des légumes en bio pour installer un fils en 2015. La poursuite, là, en un clin d'œil, on arrive déjà tout de suite presque à la transmission. Donc un fils fait des légumes bio. Pour vous dire, on fait à la fois encore du conventionnel en céréales et des légumes bio. Il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi c'est possible, ça l'est. Tout ce faisant, on se retrouve à Taravisé devant un petit groupe de 6-8 personnes pour un temps de questions-réponses. Voilà. Cet endroit absolument merveilleux, pour ceux qui connaissent, c'est très calme. On a discuté vraiment dans le respect de chacun, très calmement, et on sent tout de suite que les gens qui ne sont pas agriculteurs ont vraiment un besoin de savoir, un besoin d'entendre et besoin d'explication. Hubert, qui n'est pas là, Hubert Ernaud, m'a toujours dit, on a habituellement une présentation, rarement par des agriculteurs, c'est dommage. Et là, aujourd'hui, on a eu des vraies explications, le réel, dans la limite de mes connaissances, parce que moi, je ne sais pas tout. Donc, évidemment, ça tourne très très vite sur l'élevage. Là, on était plusieurs, il y avait Jean-Pierre Néret, qui était là aussi aujourd'hui avec un petit groupe, qui a parlé de ces animaux. Il a ça dans le cœur. Voilà. Et on tourne tout de suite un petit peu assez facilement sur les animaux et le truc voilà, qui fâche un peu ou qui est très sensible, les pesticides par exemple. Nous, pour en parler, souvent on nous dit il n'y a qu'à passer en bio. Alors nous, on l'a fait en légumes, ça marche, on est très content. Et en légumes, je peux vous dire qu'on avait calculé quand même des quantités, d'abord de récolte en kilos, et puis des euros forcément. Et on a eu en plus, ce qu'on n'attendait pas vraiment, la dernière récolte, le sourire du consommateur et la satisfaction du consommateur. Ça, c'était pas prévu, et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur, et c'est une sacrée aventure. Après, sur la partie conventionnelle, effectivement, on ne connaît pas son consommateur. Et c'est ça qui manque un peu, si vous voulez. En conventionnel, bien souvent, les agriculteurs font leur travail, ils respectent la réglementation, et ils y ont intérêt à respecter la réglementation. Et ils sont très frustrés parce qu'ils ont l'impression de bien faire leur travail, et il y a une multitude de sujets où ils sont très fort critiqués, mal expliqués avec les médias, qui chargent assez facilement la mule. Et je pense que, Pierre, toi, tu m'as dit l'autre jour, j'avais pas cette opinion-là de l'agriculture avant, et j'étais plus radical, etc. Et en parlant, on comprend mieux, et je ne sais plus tes mots, mais tu avais moins d'a priori et une opinion différente de l'agriculture et des agriculteurs. Parce qu'un agriculteur qui est sur son tracteur avec un pulvé derrière, premièrement, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Parce que moi, depuis 7-8 ans, je continue quand même à faire des produits chimiques, hélas, parce que ça ne me plaît pas plus que ça. Mais des fois, je mets de l'algue dedans. Et ça peut remplacer une partie de fongicide. Ça marche. C'est aussi cher, je vous rassure. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans, premièrement. Et deuxièmement, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête de l'agriculteur. Donc là, je ne vois pas pourquoi, d'emblée, on va montrer du doigt les agriculteurs. Je me rappelle aussi qu'on a réévoqué ce jour-là à Taravisé, cette journée mémorable du 8 mars 2020,
avec Monseigneur Aumônier, et tous les petits groupes où on s'est rappelé certains termes, des formules de commerce du grain, par exemple, sain, loyal et marchand. Ça, c'est biologique, c'est conventionnel, mais ça existe aussi. C'est ce qui existe et ce qu'on apprend dans nos cours d'agriculture. Dans les beaux ruraux, on nous parle de gestion en bon père de famille. Ces idées de travailler avec le vivant, c'est le sacré. Et il y a beaucoup de gens qui ont ça dans les tripes, mais qui ne savent pas l'expliquer. Et Jean-Pierre Néré disait, on a du mal, le tort que l'agriculture a pu avoir, c'est de ne pas communiquer et de ne pas répondre. Mais c'est pas si facile que ça. On est 400 000. Il y a 40 ans, on était 4 fois plus. Ça fait beaucoup. Et on a quelque part pas tellement de droit de réponse face aux médias. Et ça, il faut inverser. Je suis désolé, mais il faut inverser ça. Alors, on ne peut pas toucher tout le monde. Et chacun a sa façon de répondre. Mais voilà, moi, aujourd'hui, c'est ce que je peux vous dire. Et le ressenti de Terre Avisée, c'est une journée aussi mémorable et indispensable pour moi. Voilà où je voulais en venir aujourd'hui et vous présenter la situation, mon ressenti à moi. Le ressenti de chacun sera différent. Voilà. J'aime toujours faire des céréales, même si on fait des choses qui ne sont pas si agréables que ça pour nous, agriculteurs aussi. C'est des choses qui sont très importantes. C'est pour donner de la nourriture à l'homme. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis effectivement enseignant-chercheur à l'agro, où je suis co-responsable de la dernière année qui est spécialisée sur agriculture urbaine et périurbaine, donc les liens de la ville avec l'agriculture. Et donc on a beaucoup de terrains franciliens. J'ai été aussi pendant 3 ans secrétaire national du CMR, ce qui m'a fait visiter des équipes dans toute la France et déjà pointer du doigt les tensions sur les questions agriculture et société, notamment dans les campagnes CCFD, qui n'étaient pas toujours faciles à gérer. Et puis, donc, je suis depuis 1 an et demi maire d'une commune rurale, 1100 habitants, une commune de près de 3000 hectares, Châlons-Saint-Marc, à l'ouest d'Étampes. Par ailleurs, pour finir, les Yvelines, ça ne m'est pas tout à fait inconnu. J'y suis né, à Chevreuse. J'ai travaillé 2 ans à l'école du paysage, à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, 8 ans à la Bergerie nationale de Rambouillet. Et j'ai étudié pas mal de territoires des Yvelines, comme la plaine de Versailles, la plaine de Montesson, ou le sud Yvelines forestier, pour lequel j'avais rédigé un diagnostic de territoire. Et puis, j'avais lancé le pain d'Yvelines, si certains se souviennent, pain d'Yvelines sans S, le pays d'Yvelines, qui était en vente dans une vingtaine de boulangeries, en mettant en réseau le meunier d'Offreville-Brasseuil, Olivier de Seine, et puis donc 16 céréaliers, et puis une vingtaine de boulangers pour retrouver un pain local. Voilà. Donc tout cela étant dit, j'ai un défi énorme, c'est qu'on m'a donné 20 minutes pour traiter l'histoire des relations de l'homme avec la nature et l'environnement, d'Adam et Ève à nos jours. Alors, ça va être à la serpe, et puis après il y a un temps de questions quand même pour s'attarder sur ce qui vous intéresse. En introduction, je voudrais dire que plusieurs façons d'introduire, mais je vais choisir celle-là. L'agriculture, ce qui est de nouveau aujourd'hui, c'est que l'agriculture se retrouve au cœur de multiples attentes de la société. Et si on veut aller très vite, on va dire qu'il y a beaucoup d'attentes économiques, environnementales et sociales. Je vous vois noter, je vous promets de donner une petite note à la fin, une petite synthèse que je ferai passer à Pierre. Beaucoup d'attentes du point de vue économique, qu'on pourrait résumer comme des attentes de relocalisation de l'économie. Il n'y a pas plus délocalisable que l'agriculture a priori. Recréer des emplois locaux, recréer de la transformation, de la captation des marges sur le territoire, retrouver une autonomie alimentaire territoriale, résister aux crises et aléas des cours du marché, trouver un revenu décent pour les agriculteurs, un métier viable, voilà. Aussi, en parallèle, de nouvelles attentes sociales
on demande à l'agriculture de renouer des liens de proximité avec la société, de reterritorialiser, de réenchanter l'alimentation, de développer le potentiel culturel, éducatif et récréatif de l'agriculture, de faire de l'insertion sociale, et j'en passe. Et des attentes environnementales, on souhaite des circuits courts de proximité, on souhaite que l'agriculture participe au capital santé, on souhaite retravailler nos paysages, on souhaite des ceintures vertes, on souhaite de la biodiversité, on souhaite la réduction des îlots de chaleur en ville, on souhaite que l'agriculture gère la question de l'eau, des déchets organiques, participe à l'économie d'énergie, à l'économie circulaire, à la qualité des aliments et du territoire, à une responsabilité collective. Et donc, vous comprenez que toutes ces attentes arrivent un peu au même moment, au même endroit. Alors, non sans raison, mais c'est sûr que ça fait un peu beaucoup sur les mêmes personnes et sur les mêmes activités. Et donc, forcément, ça va créer des crispations. Dans le même temps, on a une agriculture francilienne. Donc, pour ma part, j'ai dû visiter, analyser à peu près 200 exploitations en Île-de-France sur les 4500 qui restent. Alors, l'évolution de cette agriculture, vous la connaissez. Environ 95% des terres agricoles d'Île-de-France sont en ce qu'on appelle la grande culture, donc céréales, oléoprotéagineux, betteraves. Donc c'est ces paysages majoritairement d'open field. Donc c'est cette agriculture qui domine, mais je vais juste donner un chiffre clé pour montrer aussi les enjeux derrière. Ce qu'on appelle l'agriculture spécialisée, c'est-à-dire ceux qui produisent des fruits et légumes, en Île-de-France, ils occupent 1% de l'espace agricole. Ils représentent 10% des emplois, ils créent 15% de la valeur ajoutée. Et donc on a un choc de densité. On en parle rarement sous ce vocable, mais moi je pense qu'il est pertinent. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est adressée aussi à l'agriculture à travers tout ça, qui est la densité agricole. Finalement, mes hectares agricoles, combien ils créent d'emplois et quelles fonctions, on appelle ça les fonctions écosystémiques ou la multifonctionnalité de l'agriculture, à quoi servent finalement nos hectares agricoles. Et finalement, c'est là qu'il y a une question qui se pose notamment dans des terres céréalières comme l'Île-de-France. On est invité à revisiter la notion de performance. Qu'est-ce que ça veut dire être performant ? Et dans notre inconscient, la performance, elle vient souvent des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? C'est que dans ces fermes-là, on a un emploi tous les 200 hectares. Alors, est-ce que c'est ça, la performance ? Et donc, aujourd'hui, on est appelé, sans doute, à d'autres types d'agriculture qui vont, avant même toutes les questions environnementales qui occupent les médias, repenser la question de l'emploi. Et sur la question de l'emploi, on est dans une situation tragique. Si je prends une période de 30 ans bien caractéristique, en Île-de-France, entre 1980 et 2010, on a perdu 60% des exploitations agricoles, et dans le même temps, on a perdu 20% des hectares. Vous voyez le contraste. Sur 30 ans, on perd près des 2/3 des exploitations agricoles et on ne perd que, entre guillemets, 20% des terres, ce qui est déjà énorme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fermes s'agrandissent. Donc c'est ça aussi qu'il faut souligner, le premier ennemi foncier de l'agriculture en Île-de-France, ça n'est pas l'urbanisation. Certes, ça reste un danger permanent, mais c'est la concentration. C'est-à-dire c'est l'agrandissement des exploitations agricoles et le fait que quand un agriculteur prend sa retraite, beaucoup trop souvent, ces terres vont passer à l'agrandissement au lieu d'installer quelqu'un. Donc ça renvoie à pas mal d'autres questions, mais c'est quelque chose qu'il faut pointer du doigt et forcément, ça amène à réfléchir sur les transmissions et l'accompagnement des transmissions des exploitations agricoles. Et là-dessus, le CMR avait fait un énorme travail il y a une quinzaine d'années pour accompagner ce travail de transmission bien en amont de la cession et donc de la retraite et d'interroger finalement pas que l'agriculteur mais aussi la collectivité en disant quelle agriculture on veut dans 15 ans et selon ce que l'on souhaite, c'est aujourd'hui qu'il faut agir sur à qui vont les terres qui sont libérées. Et en tant que chrétien, quand je suis propriétaire, quand je suis exploitant, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi ? Est-ce que je donne la priorité au profit de mes héritiers ou je donne la priorité au profit de ce que l'agriculture va pouvoir offrir
au territoire avec des personnes qui vont pouvoir travailler. Et plus il y a d'emplois, plus on prend soin de nos terres. Et donc, pour finir sur le portrait de cette agriculture, les céréaliers aujourd'hui, puisque c'est quand même l'énorme majorité de nos surfaces agricoles, même si encore une fois les spécialisés représentent beaucoup plus, 15 fois plus en valeur ajoutée qu'en surface, oui. Les céréaliers sont pris entre quatre fatalités. Il y a un premier problème de la grande culture aujourd'hui, c'est les rendements qui n'augmentent plus. Vous savez, dans les années 80, il y avait le club des 100 quintaux, ceux qui visaient les 100 quintaux à l'hectare. Et à cette époque-là, y compris à AgroParisTech, on pensait que les 100 hectares seraient généralisés, qu'on les dépasserait. On était dans une courbe asymptotique. Mais en fait, pas du tout. Depuis 1980, en fait, les rendements pour les meilleurs n'augmentent plus. Donc la moyenne, par exemple en blé, c'est de l'ordre de 80 quintaux à l'hectare. C'est toujours 80 quintaux à l'hectare. Donc là, on a sans doute atteint une sorte de plafond. Alors pour plein de raisons agronomiques que je ne préciserai pas, mais il y a une limite à la Formule 1, si vous voulez. Plus vous créez des variétés performantes, plus elles sont fragiles. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, et puis plus vous allez chercher des rendements forts, plus vous allez les payer aussi. Et donc, il y a une stagnation des rendements. Deuxièmement, les prix, eux, jouent au yo-yo en permanence, et ce qui crée une grande incertitude et un grand stress. Alors, de la part des céréaliers, bien sûr, puisque c'est eux qui vendent, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, de la part des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû entendre que les prix sont hauts. Alors, c'est le bonheur des céréaliers, c'est le malheur des éleveurs, forcément. Caïn et Abel, ça remonte à loin, et c'était déjà la tension entre l'éleveur et le laboureur. Et donc, c'est une énorme volatilité des prix agricoles, ce qui crée une incertitude. Troisièmement, les aides PAC notamment, qui sont à la baisse, dans une baisse tendancielle et dans une plus grande conditionnalité. C'est-à-dire plus ça va aller, plus les aides PAC vont baisser à l'hectare et plus elles seront conditionnées. Alors pour certains, ce mouvement va trop vite, pour certains il ne va pas assez vite. Donc là, on vient de finir les négociations de la nouvelle PAC. Sans rentrer dans les détails, vous avez en gros un quart des aides qui vont être conditionnées, 25%, ce qui paraît trop pour certains, pas assez pour d'autres. Et le conditionnement de ces aides, donc des aides dites vertes, est trop exigeant pour certains, pas assez pour d'autres. Donc ça c'est là où on en est dans ces aides. Donc des aides qui vont baisser, qui vont être de plus en plus conditionnées. Et ces aides, il faut avoir conscience de ce qu'elles représentent. En Île-de-France, ce qu'on appelle le RCAI, donc c'est le revenu courant avant impôt. Donc c'est ce que touche à la fin l'agriculteur. Alors avant de parler du RCAI, donc un hectare moyen de grande culture en Île-de-France, il rapporte à peu près 1 500 €. Ça, c'est ce qu'il rapporte en tout. En face, il y a bien sûr des charges. Sur ces 1 500 €, il reste donc en revenu courant avant impôt, en 2018, 273 €. Donc un céréalier gagne, grosso modo, en 2018, 273 € à l'hectare. Et les aides, les subventions, notamment en grande partie européennes, elles étaient dans le compte de résultat de 2018 de 255 €. Ça veut dire on peut lire ce chiffre de deux façons. Ça veut dire que les aides européennes représentent 16% du revenu, enfin 16% des recettes de l'agriculteur, mais en fait, elles représentent 93% de son revenu. Vous comprenez ? Donc, dans ce qui reste à la fin pour vivre, en fait, si on enlève les aides européennes, on enlève 16% de l'ensemble des recettes, mais en fait, on enlève 93% de ce qui reste de revenus à la fin. Donc, la grande culture, elle est énormément encore dépendante de ces fameuses subventions européennes, même si elle ne représente que 16%, puisque ces 16%, c'est quasiment ce qui dépasse de la rentabilité, en tout cas en 2018, même si ce chiffre, forcément, il est flottant en fonction des rendements et en fonction des coûts décidés en grande partie à Chicago. Et puis, quatrième incertitude,
c'est bien sûr le réchauffement climatique et les aléas climatiques qui s'amplifient et se succèdent et qui font qu'aujourd'hui, personne ne peut prévoir, même à 6-8 mois, les rendements de l'été qui vient, avec des années très pluvieuses ou tout pourries et des années très sèches qui vont se succéder. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes pour un métier qui est basé finalement sur l'anticipation. Ça, c'est le portrait général qui est à la fois beaucoup d'attentes, beaucoup d'incertitudes et une perspective qui amène en fait ceux qui reprennent l'exploitation des parents à réfléchir, puisque avec des prix qui font du yo-yo, des aléas climatiques en hausse, des aides en baisse, des rendements qui stagnent, des charges qui vont être plutôt en hausse, eh bien on va aller vers la diversification, et ça tombe bien puisque c'est ce que recherche la société, mais c'est pas si facile à faire. Juste pour finir de brosser très très rapidement cette agriculture francilienne, donc on a à peu près 4500 exploitations en Île-de-France, il en reste moins de 1000 dans les Yvelines, qui reste un département avec la Seine-et-Marne qui a encore un peu d'élevage. Pour vous donner des grands ordres d'idées, à peu près 6500 bovins, 2000 ovins, donc moutons, à peu près un peu moins de 1000 chèvres et un peu moins de 200 porcs. Ça reste très peu par rapport à ce que ça a été. Et donc on est clairement sorti depuis 40 ans de la polyculture élevage, qui est pourtant le bon sens agronomique. Voilà, donc voilà à grands traits, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'il faut retenir à partir de ce qu'on a dit sur cette baisse du nombre, de 60% du nombre d'exploitations agricoles en 30 ans, c'est qu'on va vers une simplification des systèmes, et par la force des choses, et à cause des contraintes que j'ai citées, les agriculteurs sont poussés finalement plutôt à une course en avant, à avoir plus d'hectares, donc reprendre celui qui cède à côté, pour rentabiliser un matériel agricole qui est de plus en plus cher, et donc cultiver de plus en plus d'hectares. Et donc avoir de moins en moins de monde pour des exploitations de plus en plus grandes, on va forcément faire une simplification des systèmes. Et ça, forcément, ça pose question. Et donc cette simplification des systèmes, elle va aller aussi vers une technicisation et de plus en plus d'informatique dans la gestion de l'agriculture. Et ça va un peu à rebours d'une attente de plus d'emplois et d'une agriculture de proximité qui elle-même, parallèlement, par un contre-courant, est en train de se développer. Donc, en 20 ans, on a vu se développer en Île-de-France des choses qu'on n'avait jamais vues par le passé. Ma génération et ceux d'avant, vous souvenez qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de bière en Île-de-France, par exemple. Aujourd'hui, il y a une douzaine de bières en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des produits franciliens qu'on peut consommer. Il n'y avait pas, c'était quasiment impossible il y a 20 ans de trouver du pain francilien, parce que dans votre boulangerie, vous ne pouviez pas trouver un pain tracé. Aujourd'hui, vous avez des baguettes franciliennes, vous avez le pain d'Yvelines, vous avez le pain bio d'Île-de-France, etc. Autre phénomène qui a changé, à partir de la première AMAP est arrivée en Île-de-France en 2011. 2011, la première en France en 2009. Là aussi, c'est un nouveau rapport aux consommateurs, puisque vous voyez à peu près le système des AMAP, un nouvel engagement du consommateur vis-à-vis du producteur, où on dit je m'engage solidairement à acheter une production pendant 1 an, et dans les AMAP qui vont le plus loin dans cette participation, on va réfléchir ensemble sur le prix du panier. Et le prix du panier, on va le calculer de manière à ce que le revenu du maraîcher soit celui qu'on convient ensemble. Et j'ai assisté à des discussions très intéressantes avec des maraîchers qui ont dit à leurs amapiens, bon, jusqu'à présent on était au SMIG, on s'en contente, mais maintenant on veut le SMIG horaire. Parce que nous, maraîchers, on fait 60, 65 heures, 70 heures dans la semaine, donc on ne veut pas un SMIG des 35 ou des 40 heures. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord, vous, amapiens, pour rajouter 1 euro dans le panier, de façon à ce que, 1 euro ou 1,50 €, de façon à ce qu'on arrive à un SMIG horaire, et non plus un SMIG qui n'est plus du tout un SMIG horaire. Et donc là c'est intéressant dans la mesure où
on casse finalement le dogme du marché, de la loi du marché, et puisqu'on redécide ensemble un prix. Et j'ai toujours cette expression d'une maraîchère des Yvelines d'ailleurs, qui me disait, moi je ne peux plus vous dire à combien je vends mon kilo de patates. Parce que je ne vends plus de kilos de patates, je vends des paniers dans lesquels il y a des pommes de terre. Et en fait, c'est le prix du panier qu'on a négocié avec mes amapiens, et donc je n'ai plus de prix de la pomme de terre. Et donc ça, c'est quand même particulièrement intéressant de retrouver consommateurs et producteurs de nouvelles pistes économiques qui cassent complètement en fait l'économie de marché. Oui, je peux trouver mes patates moins chères, mais ça ne m'intéresse pas parce que les miennes, elles sont dans un panier de quelqu'un que je connais et avec qui j'ai passé un contrat. Voilà. Alors, je reviendrai là-dessus sur les questions. Simplement, en parallèle de ça, 2 mots sur... alors juste, enfin, même, je vais être très rapide, sur le fait qu'en parallèle de ça, mais Luc ira plus loin, en parallèle de ça, une prise de conscience écologique de la société, mais aussi dans l'Église. Je travaillais cette question depuis une vingtaine d'années, et on voit clairement, si vous voulez, qu'il y a encore 20 ans, il y a encore 22 ans, on était encore très pauvres dans la prise de parole de l'Église sur ces questions environnementales et agro-environnementales. La ligne rouge, ce qui a fait bouger l'Église, c'est finalement la même chose que ce qui avait fait bouger l'Église par rapport à la condition ouvrière en 1891 par Rerum Novarum, c'est la dignité de l'être humain. C'est la dignité de la personne humaine et c'est le « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point l'ouvrier par l'esclavage industriel, eh bien tu ne tueras point par un métier agricole qui va tuer le producteur et par un environnement qui va tuer ton frère. Et donc c'est le qu'as-tu fait de ton frère qui en fait va forcer l'Église à sortir d'un silence qui était quand même en partie coupable. Et donc l'Église de France a été assez pionnière en sortant le respect de la création en 2000. Et puis, bien sûr, alors il y a eu d'autres textes, hein, les prises de parole du pape Jean-Paul II les 1er janvier, et puis la fameuse encyclique Laudato Si. Donc je vais juste citer 3 lignes de Laudato Si. C'est le chapitre 194 qui interroge finalement tout le monde. Dans ce chapitre 194, on peut lire « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. » Et donc la redéfinition du progrès, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des agriculteurs, c'est l'affaire des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs. Et pour finir sur cette question écologique, simplement ce que je voudrais souligner, ce qu'on souligne assez peu, je trouve, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la crise écologique, en fait ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que Malthus, il y a déjà 200 ans, Malthus avait, donc prêtre anglican et économiste, avait prévu la raréfaction des ressources, qui est un vrai problème planétaire. Mais en fait, ce qui nous prend de vitesse, ça n'est pas une question de raréfaction des ressources, c'est une question de concentration des polluants. Et ça, Malthus ne l'avait pas du tout prévu. Donc la question, notamment de l'après-guerre, de dire il faut produire plus en France et en Europe pour retrouver une autonomie alimentaire, il faut nourrir, et puis le slogan « il faut nourrir le monde », etc., est dépassé aujourd'hui, même si forcément il y a cette question de la faim, mais la faim n'est pas un problème de sous-production mondiale, c'est un problème de répartition, de gâchis et de conflit. Le problème qui prend de vitesse la raréfaction des ressources, toutes ressources confondues, est la question de la concentration des polluants. Et donc de la concentration des gaz à effet de serre, de la concentration des polluants des sols, et donc de la question de l'effondrement de la biodiversité aux conséquences infinies, et de la question du réchauffement climatique aux conséquences infinies, rapides et dramatiques. Donc c'est ça qui a changé disons, au début des années 80,
c'est le fait que la question de la concentration des polluants dépasse en enjeu la question de la raréfaction des ressources. Et ça, bien sûr, ça interroge forcément la question agricole. Alors, ces tensions, les tensions qui ont été décrites tout à l'heure, je pense qu'elles vont s'accentuer. Elles vont s'accentuer pour ces raisons d'urgence climatique et d'urgence de l'effondrement de la biodiversité. Et donc je pense que, je veux plutôt alerter que rassurer, on va vers des clivages encore plus forts qui risquent d'être générateurs d'incompréhension, mais aussi à la fin éventuellement de violence, de franchissement des lignes rouges sur le droit, etc. Et on le voit par plusieurs indicateurs. Si je me déplace très légèrement de l'agriculture, les tensions sur la chasse aujourd'hui sont révélatrices d'incompréhension et d'incapacité à dialoguer et d'incapacité à faire des compromis de part et d'autre. Un autre indicateur très fort, c'est celui des ZNT. Alors, levez la main ceux qui savent ce que ça veut dire ZNT. Donc, une petite moitié. Hein. Donc, les zones de non-traitement, hein, donc vous savez que la réglementation interdit aujourd'hui aux agriculteurs d'épandre des substances chimiques à une certaine distance des habitations. Et le fait nouveau, c'est qu'au mois de juillet, le Conseil d'État a cassé cette réglementation en disant qu'elle n'était pas assez contraignante, et donc sur les distances et sur le type de produits, les fameux CMR, alors c'est pas Chrétien de monde rural, c'est cancérigène, mutagène, reprotoxique, et donc selon les types de CMR, 1, 2, etc., et la distance, l'État doit revoir sa copie. Et donc là aussi, on voit de grosses tensions sur cette question. Et là-dessus, effectivement, on est souvent dans un dialogue de sourds, où je pense qu'il faut renvoyer à leur responsabilité les deux camps. Le milieu associatif, parfois, pour des simplifications à l'extrême des problèmes, et une demande de règlement des problèmes dans des temps beaucoup trop courts, et de l'autre côté, des slogans. Alors je vais poser un mot un peu fort, mais je l'assume. Un slogan, alors je ne sais plus si c'était celui de la FNSEA ou des JA, il y a quelques années, leur slogan était « Laissez-nous produire ». Il y a de l'autisme dans ce slogan. Quelle profession aujourd'hui en France peut dire « Laissez-nous produire » ? Est-ce que la construction automobile, est-ce que l'enseignement, est-ce que l'industrie du jouet peut se permettre de dire « Laissez-nous produire » ? Il est inconcevable aujourd'hui, vu les enjeux climatiques, les enjeux de la biodiversité, les enjeux environnementaux, les enjeux planétaires, personne n'a le droit de dire « laissez-nous produire ». On ne peut pas produire et puis après se dire « je vais voir après à qui je vends, je vais voir si ça correspond aux attentes, je vais voir si derrière on peut produire derrière moi, je vais voir si mon voisin peut produire, etc. » Plus personne, mais c'est là qu'il faut décentraliser de la question agricole, plus personne n'a le droit de dire « laissez-nous faire ce qu'on a toujours fait ». C'est plus possible. On est dans une période de rupture et d'effondrement où plus personne ne pourra faire comme avant. Ça, c'est simple et point barre. Voilà. Et donc, il y a des deux côtés une disposition à avoir pour accepter des déplacements. Alors, sur ce clivage qui monte, effectivement, la question du bio est clivante. Et c'est un peu un archétype du clivage, puisque vous constatez vous-même qu'on va vers quelque chose de binaire. Alors pourquoi donc de binaire sur le bio, pas bio? D'ailleurs, sur les ZNT, c'est ça. Vous avez le droit de dépendre de certains produits à partir du moment où ils sont acceptés par des cahiers des charges et pas d'autres. Et vous voyez vous avez tous vu fleurir dans les grandes surfaces des rayons bio qui se sont développés. Donc il y a un rayon bio, puis il y a le rayon pas bio, dans lequel on retrouve un peu de bio. Mais vous voyez une sorte de séparation des espaces. Et l'étape d'après, c'est des magasins entièrement bio, Natureo, Biocoop, Naturalia, etc. Où quand vous entrez, vous êtes un consommateur bio. Vous voyez bien aussi que
les prix ne sont plus les mêmes, et donc un céréalier bio, il ne résonne pas du tout dans la même économie qu'un céréalier non bio. Et les prix, par exemple, les prix bio sont beaucoup plus stables que les prix non bio. Donc on n'est plus du tout dans la même mathématique. La formation n'est pas la même. Vous avez des CFA, vous avez des centres de formation qui sont spécialisés sur le maraîchage bio, et donc d'autres qui, en négatif, sont sur le conventionnel. Vous avez des syndicats qui sont dans un certain nombre de départements, les maraîchers, à la Confédération paysanne, plus de la moitié des maraîchers sont bio. Le GAB est devenu une sorte de syndicat des agriculteurs bio quand leur syndicat traditionnel ne répond plus à la demande d'accompagnement. Donc vous avez quelque chose qui dans la loi Egalim donc demande 20% de bio dans les cantines. Donc vous voyez bien que vous avez une segmentation qui va être croissante. Et tant que le bio était une véritable niche, c'est-à-dire c'était il y a peu de temps, il y a 10-15 ans, le bio c'était 2-3% des surfaces. Aujourd'hui on s'approche des 10%. Des 10% des surfaces et des exploitations. Aujourd'hui, la production de fruits en France, 25% des surfaces en arboriculture sont en bio. Alors qu'en grande culture, c'est 5%. Donc vous voyez des énormes écarts. La grande culture, 5%, les arboriculture, fruits, 25%. Dans les œufs consommés en France, on est à 36% des œufs vendus qui sont bio. Alors que dans d'autres secteurs de vente, on est à 5%. Le lait, on est à 15%. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans un marché de niche dans certains secteurs. Vous avez 5 départements français, dont le Var, la Drôme, les Hautes-Alpes, où les surfaces en bio ont dépassé le tiers de la surface agricole du département. Donc ça veut dire que dans 10-15 ans, ces départements vont être majoritairement en bio. Donc on va avoir un phénomène de basculement où, si vous voulez, mentalement, les bio qui étaient une minorité agissante dans un certain nombre de départements français vont devenir la norme, et donc les conventionnels vont devenir une minorité encore plus pointée du doigt. Et donc le travail, le défi pour éviter l'apartheid, et je pèse mes mots, va être un véritable défi de société et un défi d'église. Alors dans les Yvelines, on est à peu près à 9% de bio en termes de nombre d'exploitations et de surface. Mais ça c'est les chiffres de 2019, donc on doit déjà être à 10%. Mais les choses bougent très vite. Alors bien sûr là-dessus, si je veux encore remettre les gens dos à dos, on a un concept qui a été popularisé récemment, qui est l'agribashing, qui est le fait de condamner l'agriculture. Et effectivement, condamner, c'est un mot qui n'est pas chrétien. Le mot chrétien, c'est l'écoute, et la rencontre, et la parole. Voilà. En face, il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi quasiment une forme de comment je l'ai appelé, excusez-moi, oui, qu'on appelle aujourd'hui le green bashing. C'est-à-dire qu'on va taper sur le bio avec la même violence parce que ça dérange un certain nombre de modèles et d'équilibres. Et puis on a encore un troisième nouveau mot dans le dictionnaire qui est le greenwashing, qui est toute la démarche pour verdir des choses qui ne le sont pas du tout. Donc dans tout ça, tout ça est en très forte tension. Et simplement pour finir sur l'aspect pourquoi le bio est clivant et binaire, c'est parce qu'en France, mais dans le monde en général, on a très peu d'intermédiaires entre le conventionnel et le bio. Alors vous allez me dire, il y en a. Il y a un intermédiaire qui tient vraiment la route, qui est le label rouge, qui est un label qui garantit que des cahiers des charges très stricts, notamment dans l'élevage, mais aussi en grande culture. Vous avez des baguettes label rouge, c'est un moins connu, mais ça existe. Vous avez des normes vraiment strictes et contrôlées de l'extérieur. Puis après, vous avez des labels qui ne nécessitent pas toujours des labels extérieurs, comme l'agriculture raisonnée, comme HVE, haute valeur environnementale, qui parfois se résume à une équation comptable. Est-ce que je dépense moins de tant de pourcents de mon chiffre d'affaires sur des produits, ce qui fait que les filières sont dans des situations complètement disparates. Bref, en France aujourd'hui, à part le label rouge qui est un peu
un intermédiaire, c'est-à-dire vous avez des contraintes et vous pouvez vendre un peu plus cher, vous n'avez pas véritablement d'intermédiaire rémunérateur pour le producteur. Donc finalement, vous avez intérêt à soit rester en conventionnel, soit faire du bio. Parce que les intermédiaires, à part le label rouge, ne sont pas rémunératrices des efforts pour l'agriculteur. Et voilà. Et comme ça augmente, voilà. Et comme on a des lois qui demandent du bio, comme on a des magasins qui le deviennent, des formations, etc., on va vers quelque chose de bipolaire et ça pose de vraies questions. Alors je vais vers la fin. Je rassure Pierre qui regarde peut-être le chrono. Donc, comme on l'a dit, de chaque côté, on a des postures qui entravent le dialogue, donc notamment des propos idéalisés, déconnectés d'une certaine partie de la population. Notamment, je prends un exemple parmi d'autres, c'est la fameuse ruée actuelle sur le local. Et vous avez des discours notamment, par exemple, c'était les élections régionales l'an dernier. Vous avez plusieurs listes très diverses qui prenaient des repas dans les lycées 100% local et bio. Mais c'est complètement impossible. 100% bio, c'est possible, avec 65% de produits français. Le 100% local, c'est complètement impossible, puisque en Ile-de-France, on a à peu près 1 repas et demi de viande par an d'autonomie. Et vous n'allez pas mettre du riz et des fruits franciliens. Voilà, donc on confond souvent les pourcentages sur les légumes et sur le repas entier. Bref, le local n'est pas possible en Ile-de-France. On a 20% des Français sur 2% du territoire. Donc, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des efforts. C'est là aussi qu'il faut éviter le dialogue de sourds. On ne pourra jamais nourrir l'Île-de-France, mais on peut faire mieux. Aujourd'hui, on produit 2 fois plus de céréales qu'on en consomme en pain en Île-de-France, donc on a une autonomie en pain. On produit 1,5 fois plus de salade qu'on en consomme, donc on a une autonomie en salade. Mais par exemple, je donne un exemple sur lequel, là, il pourrait y avoir une vraie dynamique avec producteurs, consommateurs, collectivités locales. Aujourd'hui, on produit 5% des pommes qu'on consomme en Île-de-France. Est-ce qu'on peut multiplier par 20 les terres en verger? Oui. En multipliant par 20, ça voudrait dire que de consacrer moins de 2% de la surface agricole de l'Île-de-France en pommes, et on serait autonome en pommes pour 12 millions d'habitants. Et la pomme se conserve toute l'année, elle se met dans les collèges, les lycées, partout, elle se transforme. Est-ce qu'on se dit, on se tape dans la main et on prend ce produit-là, on va jusqu'au bout, on retrouve l'autonomie en pommes parce qu'on est une région qui a la rainette dorée de Versailles, qui a la belle de Pontoise, qui a plein d'espèces vernaculaires. Et ça, si on veut y aller, il faut que tout le monde soit d'accord. Les producteurs, les consommateurs, les distributeurs, les collectivités locales. Donc c'est plutôt sur des défis comme celui-là qu'il faut aller que de dire on va être autonome, ce qui est une aberration. De l'autre côté, là aussi, il faut que la profession agricole prenne ses responsabilités et il y a des prises de parole régulières qui sont inacceptables d'un point de vue de responsabilité à la fois sociale et même de chrétien. On ne peut plus noyer le poisson sur la question des cancers. À chaque fois que la question des cancers est mise sur la table, on a la même réponse de dire, sur l'ensemble des cancers, on n'a pas plus de cancers chez les agriculteurs que chez les autres. Oui, mais ça, c'est hypocrite, parce que tous les responsables professionnels savent que sur certains cancers, ce n'est absolument pas le cas. Et je veux parler du lymphome. Les lymphomes, donc le cancer du système lymphoïde, sont 3 fois plus élevés dans toutes les régions où on a fait des enquêtes approfondies, chez les agriculteurs, que de la population normale. Donc tous les oncologues vous montreront, vous prouveront, et l'OMS le redit chaque année, que la courbe des lymphomes est parallèle à la courbe de l'exposition aux pesticides. Et ça, on ne peut pas, de façon responsable, dire que c'est faux. Et on continue à entendre des discours qui sous-entendent que oui, mais l'ensemble des... Non, un chat est un chat, et la science, on connaît aujourd'hui les problèmes d'écoute des scientifiques, on ne peut pas faire silence sur cette question-là. Et donc là, il y a une question d'honnêteté à avoir et d'écoute des chiffres de la médecine sur la question des lymphomes dans la population agricole et dans la population qui fréquente les espaces agricoles.
alors, pour terminer, il y a je pense qu'il y a aussi, dans la tension monde agricole-société, il y a en fait d'autres tensions qui sont confondues avec celle-là. Des tensions intergénérationnelles, des fonctions urbains, périurbains, ruraux, des tensions métiers de production, métiers, professions tertiaires, des tensions entre nouveaux venus et familles de souche, des tensions entre des tendances libérales et des tendances interventionnistes, qui font que ça donne un peu un certain flou à ces tensions, et parfois il faut il faut un peu démêler toutes ces tensions. Mais il y a des signes d'espérance, il y en a un certain nombre. Je pense finalement le Covid peut être un signe d'espérance dans la mesure où il a débloqué la question du télétravail. Et la question du télétravail, alors forcément ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne ceux qui sont plus ou moins dans des activités tertiaires. Le fait qu'un certain nombre de personnes, et je pense que presque la moitié des actifs dans les 10 ans à venir vont travailler chez eux 1 à 2 jours par semaine. Ça change quand même pas mal la donne. Ça veut dire que c'est des gens qui vont être dans les villages, qui vont être dans les communes, qui vont pouvoir fréquenter des commerces pendant la journée, qui vont pouvoir aller dans une ferme acheter un produit, qui vont pouvoir croiser un agriculteur sur la route, et qui finalement ça va diminuer l'effet commune-dortoir avec des gens qui ne comprennent rien à l'agriculture parce qu'ils ne la voient pas et qui ne sont chez eux que le week-end ou pour dormir. Et donc ce réancrage dans la commune, notamment par des fonctions, en pouvant peut-être accepter plus facilement aussi des fonctions par exemple de conseillers municipaux, si on peut éviter d'avoir que des réunions le soir, moi j'apprécie. Et donc si on peut refaire quelques réunions en journée avec des conseillers municipaux qui peuvent prendre sur leur temps de télétravail, quitte à rattraper un peu le soir, ça peut changer la donne. Je voudrais terminer sur un exemple qui me paraît particulièrement intéressant et qui concerne les Yvelines notamment, qui est l'innovation des territoires agri-urbains. Donc je ne sais pas si ce terme vous parle. Les territoires agri-urbains, c'est un certain nombre de territoires en Île-de-France qui ont donc notamment la plaine de Versailles, la plaine de Montesson, le plateau de Saclay, qui se sont dit, donc des territoires qui sont, disons, au front de la Grande Couronne, à environ 25 km de Paris, et qui se sont dit, on a la chance d'avoir hérité de terres agricoles au milieu de notre territoire à 25 km de Paris, on ne peut pas brader cet espace. Et donc il faut remettre cette agriculture au centre de notre territoire et au centre de notre projet de territoire. Et donc, pour ce faire, il faut que l'agriculture et l'alimentation et la question environnementale et la question paysagère soient au cœur d'une réflexion permanente partagée. Et donc, cette question ne doit pas être que celle des agriculteurs, ni que celle des élus, ni que celle du monde associatif, et il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à s'écouter. Et pour ce faire, qu'est-ce qui a été, quelle est l'innovation de ces territoires? C'est de dire, on va créer une association. Alors, sur le plateau de Saclay, elle s'appelle Terrecité. Elle s'est appelée l'APPVP, la VPPVA, Association pour la protection de la plaine de Versailles et du plateau des Alluets, ici. Elle s'appelle Plaine d'avenir à Montesson. Le principe est assez simple, c'est de dire dans le conseil d'administration de l'association, on a 3 collèges, un collège élu, un collège agriculteur, un collège associatif. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande aux élus du territoire concerné, par exemple de la plaine de Versailles, d'élire parmi eux 3-4 représentants qui vont représenter l'ensemble des élus. On demande aux agriculteurs d'élire parmi eux quelques agriculteurs qui vont être représentatifs de la diversité du monde agricole, diversité de filières, d'âge, de taille d'exploitation, diversité syndicale, diversité bio, pas bio. Et on demande au milieu associatif, qui peuvent être pléthores dans certains territoires comme le plateau de Saclay, ils sont plus de 25 associations, de nommer parmi eux 3 qui vont représenter la diversité associative. Et ces représentants des élus, des agriculteurs et du monde associatif, ils vont être ensemble dans un conseil d'administration qui ne va pas se voir que quand il y a un problème. Ils vont se voir tous les mois et demi, ils vont se rencontrer. Et c'est quand il n'y a pas de problème qu'on travaille le mieux, parce que là, on travaille sur le fond et on anticipe et on fait de la prospective. Et donc, ils vont, tout au long de l'année, travailler
au rapprochement agriculture, territoire, circuit court, compréhension, pédagogie, lien avec les écoles, lien avec les associations, débats, rencontres, visites de fermes, etc. Et pour ce faire, eh bien, il y a besoin d'animation, anima, il y a besoin de quelqu'un qui va sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage. Parce que si on n'anime pas ces processus, ils tombent comme un soufflet. Et donc, ces territoires agri-urbains se distinguent par trois choses. Le premier, c'est cette gouvernance tripartite que j'ai évoquée, agriculteurs, élus, associations. Deuxièmement, c'est une animation permanente, donc une ou un salarié. Ici, aujourd'hui, c'est Marie Martinez. Avant, c'était Marie Denoroy, qui était chargée de mission de la plaine de Versailles. Il y a Dorian Spack sur le Terricité, Marion Bruyère. Il y a aussi ça à l'échelle d'agglomération, comme 50 ans en Yvelines. Vous avez Claire Martinez, qui est chargée de mission agriculture et développement durable de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Donc des nouveaux postes qui émergent, de gens dont le métier, en permanence, est de retisser du lien entre agriculture et société, notamment par le biais de l'alimentation, mais aussi du paysage et des questions d'environnement et de pédagogie. Et le troisième point, c'est le projet. On a un projet de territoire qui met l'agriculture au centre, qui reconnecte les gens avec leur territoire. Et encore une fois, ça va être favorisé par le télétravail. Que les gens recomprennent leur territoire, recomprennent la complexité du territoire, la complexité du métier d'agriculteur, et qu'on puisse, autant que faire se peut, se reconnecter, notamment à travers ce qu'on appelle des plans alimentaires territoriaux, c'est-à-dire on essaye de retravailler ensemble. Voilà, ce sont des exemples qui existent, tout n'est pas parfait, mais ce sont des choses qui peuvent nous inspirer dans un dialogue, dans ce triangle d'acteurs, société civile, monde agricole, collectivité locale et associations territoriales. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, la perspective que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est un petit peu voir et l'Église dans tout ça. Et l'Église dans tout ça. Voilà. Alors en deux mots, je ne suis pas du tout un grand spécialiste du monde rural ou du monde agricole. J'ai fait quelques études, j'ai fait des études agroalimentaires, j'ai travaillé avec l'INRA, vous connaissez, l'Institut national de recherche agronomique, sur l'amélioration de l'endive. Bon, hein, Sicorium intibus, comme tout le monde le sait, voilà. Et après, j'ai travaillé avec l'équivalent de l'INRA au Brésil, qui s'appelle l'Embrapa, sur le haricot, voilà, parce que là-bas, on mange beaucoup de haricots, voilà. Et j'ai été évêque 6 ans en Haute-Loire. Et la Haute-Loire, vous savez, première ville, 18 000 habitants, le Puy-en-Velay, puis après, donc un territoire rural et agricole. Voilà, avec plutôt des exploitations petites ou moyennes, quelques exploitations un peu plus larges, et où les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, eh bien, se retrouvent aussi d'une autre manière. Voilà, alors... Le thème de cette journée, agriculteurs et territoire vers une nouvelle alliance. Alors, de fait, l'Église, dans son histoire, en particulier en France, il y a des liens très profonds, puisque dans le monde rural, le monde agricole, les paroisses, eh bien, c'est des liens très anciens. Et si on parle de nouvelle alliance, c'est un terme plutôt biblique. Nouvelle alliance, eh bien, ça veut dire que c'est pas possible de faire une alliance s'il n'y a pas un respect, une reconnaissance et une certaine confiance mutuelle. Et nous avons bien entendu dans l'exposé de Xavier, c'est un des enjeux, finalement, pour qu'on ne soit pas dans une perspective trop clivante, avec les uns d'un côté, les autres de l'autre, les néo-ruraux, les bio, les pas bio, etc., etc. Et donc, cette idée que comment l'Église peut permettre, qu'on ne soit pas que dans le binaire, parce qu'une alliance, c'est pas simplement un d'un côté, l'autre de l'autre, mais c'est parce qu'il y a des choses à faire ensemble, il y a un travail à faire ensemble. Ce qui n'est pas, à mon avis, effacer les différences, ce n'est pas effacer les difficultés, mais je pense que dans la société française, dans le monde rural en particulier, et dans le monde agricole, eh bien,
les chrétiens dans leur communauté paroissiale qui structurent aussi le territoire. Dans la ruralité, les paroisses sont encore, je pense, un espace important. Et donc, l'idée était de décliner dans les groupes de travail qui vont avoir lieu là dans quelques instants, cette nouvelle alliance et cinq perspectives qui peuvent illustrer la manière dont l'Église peut être partie prenante aussi dans les communautés chrétiennes avec d'autres c'est très gentil, de cette nouvelle alliance. D'abord, bien, je dirais l'art de la rencontre. C'est ce qu'on fait ce matin, l'art de la rencontre. Essayer de se rencontrer et donner la parole aux agriculteurs, bien sûr, mais aux autres aussi, qui s'interrogent. L'art de la rencontre, parce que ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est que souvent parce qu'on ne connaît pas bien, et je pense que beaucoup dans notre société ne connaissent plus qu'est-ce qui est en jeu dans l'agriculture. Les gens ne savent pas. Voilà, les gens ne savent pas. Donc, l'art de la rencontre, comment nos communautés chrétiennes peuvent permettre finalement à se connaître, à se rencontrer. Et je dirais, dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne, l'amour du prochain, c'est aussi le respect du prochain. L'amour du prochain ne se fait pas sans la connaissance du prochain. Aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quand même pas très facile. Et donc, je veux dire, la dimension de la parole, de l'écoute, de la compréhension, de l'attention à l'autre, là, ça fait partie de l'art de la rencontre. Et je crois que l'Église peut être un lieu qui suscite cette rencontre. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans l'Église en France avec ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux. Vous savez, c'est des lieux un peu originaux où les gens peuvent se rencontrer sans complexe, en disant les choses, en disant il y a surtout des choses un peu nouvelles qu'on doit inventer, des choses, voilà. Et donc ça me semble important. Deuxième dimension bien sûr dans laquelle l'Église et sur laquelle vous pourrez réfléchir, c'est de fait, comme l'a évoqué Xavier, la question de l'écologie, l'environnement, mais aussi l'avenir de la planète. Jean-Paul II en parlait souvent dans le jour de la création, au début de l'année, mais de fait, le grand texte qui a marqué et qui marque encore, c'est le grand texte du pape François. Et ce texte, il a marqué tout le monde. Pas simplement les écolos, pas simplement les agriculteurs, pas simplement les chrétiens. Moi, je rencontre, quand j'étais en Haute-Loire, à Versailles, je commence à connaître un peu dans les Yvelines, mais les hommes et les femmes politiques qui se confrontent à ces questions-là, beaucoup, quelles que soient leurs convictions religieuses, ont été intéressés par ce texte. Ce texte a donné une crédibilité aussi dans beaucoup d'associations qui sont parfois très loin de l'Église. Et donc, voilà. Et ce qui est intéressant avec le pape François, c'est sortons d'une vision simpliste. Ça, c'est pécamineux, je dirais même. La vision simpliste, ça ne va pas. Ayons une vision intégrale. Voilà. Parce que ce qu'il y a derrière ce texte, c'est finalement prendre soin de notre maison commune où tous et toutes doivent avoir leur place. On parlait de la question de la faim, on évoquait la question de la faim tout à l'heure. La question de la faim, c'est pas une question de production pour l'instant, peut-être que ce ne sera pas d'ailleurs, mais c'est une question de justice, c'est une question de répartition. Il y a encore 800 millions de personnes qui meurent de faim, je crois que ça a augmenté en plus cette année, je crois. Et avec la crise du Covid, ça va être encore plus compliqué. C'est une question de justice, c'est une question de partage. Et donc, derrière la question environnementale ou écologique, le pape souligne, mais attention, avec ce grand slogan qui toujours à garder un peu en tête, tout est lié, tout est lié. Ce qui se passe en France et ce qui se passe en Afrique, il y a des liens, des choses comme ça. Donc vous voyez, avoir une vision où on se dit, voilà, les choses sont, prenons en compte la complexité des choses, non pas pour avoir peur ou relativiser, mais parce que si on veut être dans la réalité, il faut faire ce travail-là. Et quand le pape parle d'écologie intégrale, c'est les questions de paix, les questions de justice, les questions d'environnement, les questions de production, les questions que tout le monde ait sa place dans la maison commune. Donc, je veux dire, c'est un lieu aussi, Laudato aussi, c'est quelque chose qui peut permettre de travailler avec plein de gens qui sont extérieurs à l'Église, dans l'Église, donc vraiment un lieu intéressant. Troisième perspective, eh bien, les communautés chrétiennes des Yvelines.
On a un diocèse très divers. On a des diocèses où, entre autres, dans les villes où il y a beaucoup de cités populaires, etc., la question de l'agriculture, c'est vraiment pas leur premier problème. Et pourtant, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la diversité de notre département pour sensibiliser, pour ouvrir aux questions qui ont été évoquées tout à l'heure dans l'exposé de Xavier. Voilà. Et dans le diocèse, je reconnais, je l'ai dit aux prêtres, que nous avions un peu, dans le diocèse, dans les décennies qui ont précédé, on a sans doute délaissé un peu la pastorale dans le monde rural. On a centré beaucoup de choses dans les cités populaires, dans les villes nouvelles, dans les villes traditionnelles, mais dans les zones rurales du département et du diocèse, il y a sans doute un renouveau de la pastorale qui est à faire, parce qu'on est aussi, ça a été évoqué, les zones frontières du rural et de l'urbain. Le urbain, l'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, moi je dirais, voilà, comment les communautés chrétiennes se montrent un visage d'une Église proche de tous. Voilà, cette proximité nécessaire de l'Église de tous. Y compris, voilà, ceux qui sont dans une situation, les agriculteurs qui sont, certains dans des situations très difficiles, des situations de détresse, des situations compliquées, parfois des conflits, et donc cette question d'alliance, c'est permettre aussi, voilà, une proximité qui permet de se connaître. Et puis il reste 2 autres ateliers, qui touchent plus le monde agricole, la fragilisation personnelle et sociale des agriculteurs. En Haute-Loire, j'ai vu des témoignages, voilà. J'ai vu un agriculteur, j'avais rencontré des agriculteurs à un rassemblement de jeunes agriculteurs. Et une semaine après, l'un d'entre eux s'est suicidé. Voilà, des situations dramatiques, des situations compliquées, des situations lourdes, situations difficiles qu'il faut aussi regarder en face, avec aussi ce qui a été un peu dit, les agriculteurs qui sont parfois les boucs émissaires, un jugement parfois beaucoup trop simpliste sur les agriculteurs, et qui conduit finalement les agriculteurs à ne plus se sentir reconnus dans la société et par nos concitoyens. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, et que dans nos communautés chrétiennes, on soit sensible aux agriculteurs qui vivent des situations difficiles, qui se sentent très seuls. Ça fait partie de la proximité de l'Église auprès de tous. Et je crois que la Nouvelle Alliance, c'est aussi ça, c'est n'oublier personne. Et enfin, et je serai dans les temps, une question intéressante à mon avis, qui est dans la culture rurale et agricole, la place de l'Église est importante dans l'histoire, dans la mémoire, et se pose une question que le pape François aime bien rappeler, parce qu'il vient de pays latino-américains où c'est très présent, tout ce qui est, ce qu'on peut mettre entre guillemets, tout ce qui est tradition ou piété populaire. Comment finalement dans la vie de l'Église, la vie des communautés, dans même son expression liturgique, dans la vie des paroisses, eh bien, sont prises en compte ce qui est la caractéristique de ces paroisses, c'est-à-dire un monde rural, un monde agricole. Comment finalement, peut-être les paroisses rurales peuvent apporter un sens aigu de louer Dieu pour la création, de louer Dieu pour le travail des hommes. Les agriculteurs sont dans notre paysage français quand même, dans beaucoup d'endroits, un peu ceux qui ont été les architectes, ceux qui ont modelé quand même. Voilà. Comment retrouver le sens profond de la création? Célébration de la nature qui n'est pas simplement quelque chose qui fait partie de l'environnement de l'homme, mais cet enracinement, on voit dans la Laudatie, de l'homme dans la nature. L'homme qui n'est pas le maître de la nature, parce que c'est Dieu qui appartient à la création. Vous voyez comment il peut y avoir à retrouver dans des... Alors,
ne sais pas s'il faut faire des rogations partout, dans tous les villages, mais enfin, comment les communautés, vraiment, dans le monde rural, peuvent être un peu fer de lance sur comment on reprend ce lien entre l'homme au cœur de la création, l'homme qui n'est pas maître de la création, l'homme qui doit prendre soin de la création, l'homme qui doit louer le Seigneur, qui loue le Seigneur pour les merveilles de la création, pour le merveille du travail. Ce pain et ce vin qui est au cœur de la célébration liturgique, c'est quand même quelque chose d'explicitement le fruit du travail de l'homme, le fruit de la terre, le fruit de la création. Donc je pense que, vous voyez, les communautés paroissiales dans le rural, piété populaire, tradition populaire, vie agricole, il y a peut-être des choses qui peuvent être renouvelées et qui peuvent aussi permettre d'ouvrir aussi le cœur et l'esprit de gens qui sont loin de ça, mais qui se disent finalement, ouvrons un peu les yeux quand même, regardons. Et dans notre foi, qu'est-ce que ça a à voir? La nature, l'agriculture, le travail de la terre, la production des fruits de la terre, qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir. Donc ça me semble important. Voilà. Donc pour terminer, bien, territoire agriculteur, nouvelle alliance, agriculture territoire des Yvelines vers une nouvelle alliance. Voilà, il y a peut-être il y a d'autres, sans doute tous ces 5 points qui peuvent être intéressants. Et moi je dirais, en conclusion, nouvelle alliance, c'est voilà, plus de fraternité. C'est le dernier texte du pape, plus de fraternité. Et que ce ne soit pas un 20 mots. Voilà. Et peut-être aussi 3 mots, fraternité, plus de proximité. Une église qui n'est pas loin de toutes ces questions-là, qui est proche. Et enfin, créativité. C'est la dernière, on a entendu ça, dernier exemple qui nous a été donné. Créativité. Voilà, comment aussi, bien modestement, mais quand même, en prenant notre place, bien, l'église aussi suscite des initiatives, encourage, propose aussi des choses dans l'ordre de la créativité qui peuvent aider à cette nouvelle alliance entre l'agriculture et notre diocèse.